d'entre vous, j'ai appris la mort en même temps que l'existence du streamer Jean Portmanov il y a maintenant quelques semaines. Une histoire sordide où la mort est venue couronner des mois de torture en direct, ou des abonnés payés pour voir Jean subir des sévices. Une histoire malheureusement réelle de mise à mort sous les caméras, qui nous a pourtant déjà été racontée dans la fiction maintes fois, que ce soit dans 8 mm de Joël Schumacher ou encore dans La 10e victime d'Elio Petri, et évidemment dans le film dont nous allons parler maintenant, Le prix du danger d'Yves Boisset. L'histoire se passe en 2005, soit 22 ans dans l'avenir si l'on part de l'année de production du film. On découvre un paysage gris et désolé, accompagné d'une musique de tension composée par Vladimir Cosma, qui ici joue dans un registre inhabituel. La chaîne de télé fictive CTV propose un jeu ultra violent où un candidat doit rejoindre un endroit tout en étant poursuivi par 5 autres candidats chargés de le tuer. Si le candidat survit, il empoche 1 million de dollars, mais jusqu'ici, aucun candidat n'a survécu. Quelques voix s'élèvent pour protester contre l'existence de cette émission, mais elles ne sont pas entendues, et le programme sadique gagne de plus en plus d'audience. François Jacquemart, jeune chômeur incarné par Gérard Lanvin, décide de participer à l'émission. Sa petite amie Marianne tente de l'en dissuader, mais il est persuadé qu'il peut gagner et ainsi se mettre à l'abri du besoin. Il participe à une première épreuve spectaculaire et violente où il s'agit de faire atterrir un hélicoptère avec ses propres moyens. Parallèlement, Elisabeth Worms, militante incarnée par Andrea Ferréol, tente de faire interdire l'émission. En dépit d'arguments sensés et raisonnables, le flou juridique autour du suicide assisté l'empêche de demander l'interdiction du programme. Or, dans cette émission, lorsqu'un candidat est éliminé, c'est par la mort. François est qualifié pour la suite de l'émission. Il est présenté sur le plateau de Mahler, joué par Michel Piccoli, ainsi que ses poursuivants. Puis il est jeté dans l'arène. Entouré de bons samaritains qui lui donnent des coups de main, il doit aussi faire face à des citoyens sadiques qui lui mettent des bâtons dans les roues. Très vite, François s'aperçoit que l'émission est truquée. Sa survie est dictée par les producteurs de l'émission qui font en sorte qu'il reste en vie le plus longtemps possible pour faire grimper l'audience et l'achever au dernier moment. À partir de là, François va jouer selon ses propres règles. Car oui, dans ce jeu sordide, il existe néanmoins des règles. Et il va tout mettre en œuvre pour faire éclater la vérité. C'est la lecture d'une nouvelle de 5 pages écrite par Robert Sheckley qui fait germer l'idée dans l'esprit d'Yves Boisset de faire ce film. Une idée qui va mettre bien du temps à être mise en forme tant les freins sont importants lorsqu'on veut faire un film qui parle de la télé, à plus forte raison quand il s'agit de faire une critique aussi virulente. Ainsi, Yves Boisset met 15 ans à pouvoir donner vie à son projet. Cette nouvelle de 5 pages, il va l'adapter avec le scénariste Jean Curtelin et en tirer un scénario de 200 pages. C'est Norbert Saada, le producteur du film en particulier, qui a œuvré pour que le film puisse être monté. Le film se faisant refuser en France, où il est difficile de faire un film sur la télé, il est parvenu finalement à trouver un accord avec des studios à Berlin, où une partie du tournage a lieu. Mais c'est principalement en Yougoslavie que le film est tourné. Même si l'histoire est supposée se dérouler en 2005, donc 22 ans dans le futur par rapport au tournage, Yves Boisset cherche à créer un cadre spatio-temporel pas vraiment identifiable. C'est la raison pour laquelle il élit domicile de tournage dans les faubourgs soviétiques de Belgrade en Yougoslavie. Un lieu de tournage qu'il décrit comme impersonnel. Ainsi, Yves Boisset bâtit une sorte d'Uchronie dans un état fictif où la télé-réalité tient lieu de distraction au peuple. On peut même parler d'opium du peuple pour reprendre l'expression de Karl Marx, car il s'agit bien d'enfumer les esprits pour détourner l'attention des gens des vrais problèmes. En ce qui concerne le casting, Yves Boisset tient à s'entourer d'acteurs amis et pense en premier lieu à Patrick Devers pour tenir le rôle principal. Le rôle de François Jacquemart est très physique et nécessite une santé solide car le personnage ne cesse de courir partout. Yves Boisset pense d'abord à Patrick Devers avec qui il a tourné Le Juge Fayard et La Clé sur la porte. Cependant, il remarque que son ami a la santé fragile et semble affaibli. Aussi d'un commun accord, Patrick Devers et Yves Boisset renoncent à lui faire tenir le premier rôle quelque temps avant sa mort. C'est l'assistant réalisateur Marc Angelo qui suggère Gérard Lanvin à Yves Boisset. Lanvin commence à être connu mais n'est pas non plus Patrick Devers à cette époque. Ironie du sort cruel, c'est le rôle qui fera décoller la carrière de Gérard Lanvin. On peut imaginer que le film aurait pris une toute autre dimension si le rôle titre avait été effectivement tenu par Patrick Devers, sans doute une dimension tragique, tandis que Gérard Lanvin, lui, insuffle un dynamisme à toute épreuve à son rôle. Concernant le tournage en lui-même, il a principalement lieu en Yougoslavie, et l'équipe technique du film étant principalement yougoslave, cela a nécessité la présence d'un interprète pour faire l'intermédiaire avec Yves Boisset. Anecdote amusante révélée par Marc Angelo, il s'avère que l'interprète était aussi un agent gouvernemental chargé de surveiller le tournage.
Mais ça n'est pas la plus grosse difficulté qu'ils aient rencontrée. Le tournage de ce film d'action très dense a en effet été émaillé de difficultés. D'abord parce qu'il s'agit d'un film qui raconte un tournage, il y a donc un double dispositif de caméra, celle du film et celle de l'histoire. Les scènes ont donc dû être tournées dans un ordre précis afin de pouvoir ensuite réaliser les nombreuses incrustations dans les écrans sur les autres scènes. Marcangelo raconte d'ailleurs qu'ils se sont fait beaucoup de frayeurs qu'ils n'auraient pas eu aujourd'hui avec l'utilisation généralisée du fond vert. Par ailleurs, il raconte que les cascadeurs yougoslaves étaient très hardis, soucieux de montrer qu'ils étaient autant capables que les Américains et les Français. Ils rivalisaient ainsi de folie, notamment dans les manœuvres en hélicoptère, encouragés par Yves Boisset, tandis que Marcangelo essayait de les canaliser. Heureusement, il n'y a eu aucun accident. Enfin, pas d'accident avec les cascadeurs du moins. L'un des comédiens qui joue les poursuivants s'est en effet blessé gravement à la jambe quelques jours avant le tournage. Marcangelo et Yves Boisset ont donc passé un week-end entier, à quelques jours du début du tournage, à chercher un remplaçant, avec toute la paperasserie et les réglages de costumes que cela implique. C'est Steve Calfa qui a pu profiter de l'aubaine. Marcangelo, à ce propos, note qu'Yves Boisset, même face à des imprévus aussi stressants, a toujours fait preuve d'un grand sang-froid. En ce qui concerne le plateau de tournage de l'émission, l'équipe technique était assez déçue, car selon eux, il n'était pas assez flamboyant en comparaison avec un film comme Network de Sidney Lumet. Yves Boisset a tâché de corriger cela grâce notamment à un travail sur les lumières. Petite anecdote finale pas piquée des hannetons, Norbert Saada, étant un grand admirateur d'Orson Welles, a eu l'idée géniale de lui proposer le rôle du directeur de la télé. Orson Welles était d'accord, sa compagne d'alors, Oja Kodar, était d'ailleurs yougoslave, donc ça ne dérangeait pas du tout de tourner à Belgrade. Hélas, c'est l'assurance qui a refusé et le rôle a donc été attribué à Bruno Kremer. Bruno Kremer qui est très bien, excellent même, mais c'est vrai qu'Orson Welles ça vendait du rêve. À présent que vous savez à peu près tout sur le tournage du Prix du Danger, je vais vous en proposer une petite analyse. Vous l'aurez compris, le Prix du Danger propose une critique féroce du monde de la télévision. Ce jeu violent et mortel fait d'ailleurs écho à l'expression de Juvénal du pain et des jeux. On propose en effet des divertissements brutaux et abrutissants qui contribuent à déshumaniser le peuple et à le détourner des vrais problèmes. Pour ce faire, Yves Boisset nous donne à voir non seulement l'émission, mais aussi les coulisses de l'émission. Les gens de la télévision qui sont derrière cette production sadique. Des gens qui pourraient sembler tout à fait normaux, comme le personnage de Laurence, joué par la divine Marie-France Pizier. Laurence semble être la vision prémonitoire d'Alexia Laroche-Joubert, productrice de Télé Poubelle. C'est un personnage un peu ambigu au départ car on peut se demander si elle ne va pas avoir un sursaut moral. Il s'avère que, sans vous en dire trop, c'est finalement le pire des personnages. Au-dessus d'elle, il y a Chirex, joué par Bruno Kremer, un personnage de directeur diabolique, très flegmatique et intelligent, mais sans une once d'humanité. Il est d'ailleurs tellement pourri qu'il est incapable d'envisager l'honnêteté d'Elisabeth Worms, l'opposante principale à l'émission. Il prétend en effet que l'honnêteté est incompatible avec l'intelligence. Pour compléter ce tableau diabolique, il y a bien entendu le personnage de Mahler, joué par Michel Piccoli. Vous entendez comme moi la signification de son nom, Mahler, mauvais air. Et en effet, le bourreau n'inspire pas confiance avec son air emphatique, sa fausse empathie et ses remarques déshumanisantes sur les candidats. Mahler est l'un des personnages les plus intéressants car il incarne une sorte de dieu dans l'univers de l'émission. C'est lui qui est sur le plateau, comme c'est le présentateur, et il fait le lien entre les trois sphères, l'extérieur, le plateau et la bulle où se trouve la direction. Je parle d'une sorte de dieu car il est aussi vêtu entièrement de blanc sur le plateau, et surtout, il s'adresse à plusieurs reprises aux personnages durant le jeu via des écrans présents un peu partout dans la ville. Ses adresses aux candidats et aux poursuivants témoignent d'une sorte d'omnivoyance et d'ubiquité même, car il voit tout, entend tout et est présent partout, à la manière de Dieu. La différence fondamentale étant que c'est un Dieu absolument diabolique. Durant l'émission, son rôle est aussi d'alimenter perpétuellement l'attention en commentant les images. Ainsi, il a aussi le pouvoir de dicter les réactions des spectateurs. Yves Boisset nous montre à quel point le monde médiatique est omnipotent. En ce sens, la séquence du casting est révélatrice. Là encore, Mahler agit comme Dieu, c'est lui qui sélectionne les candidats. Et tout à l'opposé de Dieu, il y a le bétail, c'est-à-dire les candidats. Mahler demande d'ailleurs au sujet d'un des candidats s'il sait parler,
comme s'il s'agissait d'un animal, et adresse une insulte raciste à un autre. On voit ainsi la pourriture et le mépris derrière le masque de sympathie adressé au public. C'est finalement le candidat 42, la réponse à tout, qui est sélectionné. Face à ces personnages dégueulasses, nous avons François Jacquemart. Vous noterez qu'un Jacquemart est un automate que l'on retrouve sur les églises. Le prénom François fait bien entendu écho à Français et souligne le caractère ordinaire du personnage. On a ainsi un homme banal, ordinaire, qui se fait manipuler. Toutefois, dès lors que Jacquemart s'aperçoit que le jeu est pipé, il va se révolter. C'est en effet un homme qui refuse toute hypocrisie, tout mensonge, et il semble que son but soit davantage de faire éclater la vérité, de révéler la supercherie du jeu, plutôt que de réellement sauver sa peau, et c'est là que le bât blesse. Ce film fait la critique de la télévision qui représente un spectacle au total, auquel nous participons d'une certaine manière puisque nous aussi nous regardons le prix du danger. De cette façon, le film nous met dans une position inconfortable puisque nous aussi nous portons un regard voyeur sur toute la violence qui nous est balancée. Peut-être qu'on peut se passer de ce genre d'image. Yves Boisset propose en effet ici un film à thèse, c'est-à-dire un film avec un message clair, net et lisible. Le message de ce film, c'est sans doute que tout n'est pas bon à montrer ni à voir, et dans ce spectacle permanent qui nous est jeté aux yeux, nous perdons notre sensibilité. D'ailleurs, j'y reviens, François Jacquemart est finalement un rouage de ce spectacle malgré lui. J'en veux pour preuve la séquence finale. Il fait en effet irruption sur le plateau, gifle Mahler et lui arrache sa moumoute. Violence bien moindre que celle qu'il a subie, mais qui semble choquer davantage le public. Mais surtout, ce passage est spectaculaire lui aussi. Cette humiliation, par ailleurs jouissive, de Mahler participe au spectacle. Ce coup d'éclat fait en effet les choux gras de l'émission. Finalement, c'est ce que le directeur du programme cherche et c'est la raison pour laquelle il retient Laurence au début. Par ailleurs, le lavage de cerveau qu'a subi Jacquemart s'illustre à un autre niveau. Il semble que se faire tuer lui est égal, il veut surtout révéler à tous la supercherie de l'émission. Finalement, lui qui avait promis de jouer selon ses propres règles, semble s'être fait complètement manipuler. Malheureusement, c'est la loi du spectacle qui l'emporte, et la voix de Mahler en off nous le confirme. En définitive, si le sadisme a toujours existé, sa mise en scène dans une émission, que ce soit à la télé ou sur internet, a quelque chose d'encore plus glaçant. Yves Boisset nous a quittés en début d'année et n'a donc pas pu voir, heureusement, que son film est devenu une réalité. Car si la télé-réalité ou les émissions d'Hanouna faisaient déjà écho à ce film, la chaîne de Jean Pormanov en est malheureusement la pleine réalisation. Ainsi, si le prix du danger devait faire l'objet d'un remake aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'il faudrait sans doute aller encore plus loin dans l'horreur. Enfin, puis d'ailleurs, en plus, qui êtes-vous? On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Quand la campagne résonne la poudre, je vais et vole